Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et UHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Aujourd'hui c'est un épisode très spécial qu'on a. On va pouvoir parler et comparer deux blockchains qui sont très d'actualité ce dernier temps. J'ai donc avec moi deux invités dont je remercie leur présence. Alors j'ai avec moi Fabrizio qui va représenter l'équipe de Tezos et également Adrien qui travaille chez Smart Chain et qui va pouvoir se présenter. Vous pouvez voir que Fabrizio a son t-shirt Tezos et moi-même j'ai mon t-shirt de Cardano. Malheureusement, à cause d'un petit problème technique, je ne vois pas Adrien, mais Adrien est de tout cœur avec nous. Adrien, tu portes quoi ce soir là? Moi, je porte un t-shirt blanc. Je suis l'arbitre. Je suis la neutralité. Fabrizio, vas-y, je te laisse te présenter. Ouais, merci Quentin pour ce podcast, pour cette occasion. Et moi, je suis italien à la base. Je vis à Nice en ce moment depuis 2016. Je suis ingénieur, mais pas dans l'informatique. Je suis ingénieur des matériaux, désolé. Et depuis 2 ans, 2 ans et demi, je suis un peu la communauté Tezos, ici sur la Côte d'Azur, avec Tezos Common Foundation. J'ai des contacts avec la Tezos Common Foundation on organise de temps en temps des meet-ups. À ce moment, c'est un peu difficile. Cette année 2020, c'était un peu difficile d'organiser des meet-ups physiques, disons. On a fait quelques meet-ups en mars avec Zoom. Rien, disons que ici la communauté n'est pas très développée dans la zone, c'est une zone plutôt touristique. Je pense qu'Adrien à Paris il a beaucoup plus de contacts niveau blockchain, mais quand même il y a quand même des gens qui sont passionnés par la blockchain et c'est aussi très sympa de voir que les gens qui s'appassionnent de la blockchain et à la finance décentralisée et à tout le monde crypto en général couvrent un peu tous les, tous les âges, en disant. On trouve des jeunes, on trouve aussi des gens à Monaco qui ont 60, 70 ans, mais quand tu parles avec eux des business, des finances, des investissements, ils trouvent quand même très intéressant d'échanger des mots, mais aussi des soirées. On a passé beaucoup de soirées à Monaco en parlant des Tezos, en parlant aussi des autres crypto-monnaies dans l'environnement de l'investissement. Bien sûr, un endroit comme Monaco est beaucoup plus intéressé pour les côtés investissement plutôt que les côtés finance, plutôt que pour ce qui concerne la technologie ou le développement en soi-même. Ouais, très intéressant. C'est très intéressant ce que tu viens de mentionner parce que au Québec, c'est pas mal plus le contraire. Donc, on est plus intéressé à la technologie, mais vraiment pas au côté finance ou au côté investissement. Alors, de ton côté, Adrien, parle-nous un peu de toi. Alors, moi, je suis à Paris. Donc, en effet, c'est une zone qui est beaucoup plus dynamique parce qu'on a beaucoup de développeurs qui sont sur Paris. On a les équipes de Tezos d'ailleurs qui sont juste à côté de nos locaux. Donc, on n'est pas très très loin. Et alors, moi, je suis économiste de formation et j'ai travaillé en banque sur des projets blockchain. Et je voulais travailler un peu plus sur des projets de blockchain public. Et c'est pour ça qu'on a
cofondé Smart Chain, sur lequel on fait du conseil, du développement et de la recherche sur les blockchains publiques. Et donc, on regarde de très près les technologies blockchain, dont Tezos et Cardano sont deux des meilleurs protocoles. Parfait. Alors, j'espère que tu vas être quand même un bon arbitre si jamais les locaux de Tezos sont juste à côté des vôtres. Je te fais confiance pour ça. Il n'y a pas de souci. Alors, si on commence sur le premier sujet de ce petit débat entre Tezos et Cardano. Alors, je vais te laisser la parole, Fabrizio, mais parle-nous un petit peu de la vision du projet de Tezos. Ok, alors la vision et la vraie force, à mon avis, du projet Tezos, c'est la gouvernance. Disons que le projet Tezos est né sur un concept on peut représenter en quelques mots comme laisser faire aux propriétaires. Ok. Je ne sais pas si tu connais un jeu de société qui s'appelle Nomic. C'est un jeu où les règles du jeu peuvent carrément changer pendant le jeu. Donc, et ça, c'est un peu la synthèse du projet Tezos. Le projet Tezos, il est né avec certaines règles, avec un protocole qui a été développé d'une certaine manière. Aujourd'hui, ça fait déjà depuis 2018 que le mainnet est sorti. Et on est déjà la quatrième mise à jour qui a changé quand même beaucoup de choses. Et la quatrième mise à jour qui va sortir dans 12 jours, je ne me rappelle pas, c'est le 12 novembre. Et donc, disons que c'est un concept un peu différent qu'on retrouve dans la blockchain de Tezos par rapport aux autres blockchains, aux autres technologies, aux autres protocoles. Les gens, au travers cette gouvernance, peuvent carrément changer les protocoles. Donc, les Tezos d'aujourd'hui peut être totalement différent depuis 10 ans. Et donc, je trouve ça, le concept, un concept très, très, très fort. Parce qu'on voit dans des projets comme Bitcoin ou comme Ethereum, aujourd'hui un peu moins, mais si on regarde dans les années 2016, 2017, 2018, disons que la communauté Bitcoin, par exemple, s'est beaucoup détériorée parce que il y avait des parties de la communauté qui n'étaient pas d'accord sur le développement à apporter au projet. Et donc, ils se sont détachés en créant avec des hard forks, en créant, je ne sais pas, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Bitcoin Private. Donc, ça, c'est comme si on regarde que la force et l'énergie d'un projet blockchain, c'est sa communauté. Bien sûr, on parle de Bitcoin. Bitcoin a une grosse communauté, mais c'est quand même une perte d'énergie pendant les chemins, à mon avis. Donc, avec un projet comme Tezos de gouvernance, nous, on peut, dans le temps, quand même évoluer les projets sans avoir sans avoir beaucoup d'entropie, beaucoup de dispersion d'énergie, de perte d'énergie dans la communauté, que c'est la force, à mon avis, d'un projet blockchain. Oui, c'est bon. Donc, c'est sûr que effectivement, la force, effectivement, comme tu l'as mentionné, de Tezos, c'est sa gouvernance et c'est ce qui fait en sorte que justement on évite des fragmentations au niveau de la communauté. Et comme tu l'as mentionné avec les différentes communautés et les différents projets blockchain comme Bitcoin, Ethereum également, Ethereum et Ethereum classique, là, ce sont des gros problèmes. Et c'est ce qui est important, je pense, pour une adoption en termes une adoption au niveau des compagnies également, parce qu'ils ne veulent pas s'embarquer dans des blockchains publiques sans savoir qu'est-ce qui va se passer au prochain bull run ou dans un an. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un split ou pas? Donc, effectivement, c'est très important. Exactement ça. Au niveau de Cardano, la vision de Cardano, au départ, était une vision de troisième génération blockchain.
Et ça a un petit peu évolué pour un objectif qui serait plus carrément un système d'exploitation financier. Alors, dans cette vision-là, il y a plusieurs choses qui sont importantes, mais ils veulent ressembler un petit peu à une combinaison entre Linux, Microsoft et Apple, avec une expérience utilisateur très intuitive, avec de l'expérience aussi au niveau du développement, et avec le côté aussi open source et le côté sécuritaire un petit peu comme Linux a développé jusque maintenant. Et IOHK, dans le fond, travaille sur trois éléments essentiels. IOHK est la compagnie qui s'occupe du développement, de la partie ingénierie puis recherche. Et les trois éléments sur lesquels elle travaille, c'est la performance, l'interopérabilité et la gouvernance. Donc, c'est une des choses, effectivement, la gouvernance est une des choses également qui touche un petit peu nos deux projets. La recherche et le développement sont également des éléments qui sont touchés par nos deux projets parce que je sais que Tezos, de votre côté aussi, vous faites beaucoup de recherche académique notamment. Euh, Ouais. et donc c'est ça, c'est en se basant sur ces trois éléments-là, avec la recherche et le développement, avec l'ingénierie logicielle, que IOHK veut résoudre dans le fond ces trois éléments-là, la performance, l'interopérabilité et la gouvernance, avec, avec la rigueur académique, mais également sans avoir de propriété intellectuelle, donc sans avoir de patent. Donc Cardano, c'est un petit peu ça. Ils veulent, en ayant cette approche-là académique, recherche, rigueur, et en ayant une grosse vision, eh bien, c'est ça qui fait en sorte que ça rejoint pas mal d'éléments qui font en sorte que sur le long terme, Cardano, c'est une des blockchains qui devrait avoir un bon succès sur le long terme. Monsieur l'arbitre, Adrien, qu'est-ce que tu en penses? Bah, justement, Quentin, j'allais vous faire la transition sur. Tu as parlé d'IOHK, Ouais, tu io, m'entends? Oui, Ouais, j'ai cru qu'on avait perdu. Donc oui, pour faire la transition justement, Quentin, tu as parlé d'IOHK. Est-ce que tu peux expliquer, et Fabrizio également, le triptyque d'organisation que Cardano a avec IOHK, avec la Cardano Foundation, avec Emurgo, et l'organisation de la gouvernance pour porter le projet Cardano par rapport à Tezos, avec Nomadic Labs, avec Tezos Foundation, avec TQ. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? oui, ouais. alors du côté de Cardano, Cardano est vraiment le projet, la blockchain en tant que telle, et avec la crypto-monnaie qui est EDA. Donc il n'y a pas une compagnie qui s'occupe de cette blockchain-là. Il y a trois compagnies, en tout cas trois entités qui participent au développement. Il y a donc IOHK qui est la partie recherche et développement. Il y a Emergo qui est un petit peu le bras commercial qui va s'occuper de développer des deals avec des différentes entités, différentes organisations. Et il y a également la Fondation Cardano qui, elle, va s'occuper de tout ce qui est la gestion de la communauté, la communication avec la communauté, et également peut aussi donc être l'ambassadeur d'une certaine manière du projet Cardano. Alors, on ne veut pas nécessairement que ce soit centralisé à ces trois projets-là. Le projet Cardano veut qu'il y ait également d'autres compagnies. Actuellement, c'est déjà ça, mais ils veulent qu'il y ait d'autres compagnies qui contribuent justement au protocole parce que c'est un protocole qui est open source, donc il est ouvert à tout à chacun. Donc dans le futur, il pourrait y avoir différentes compagnies, que ce soit des grosses compagnies comme Microsoft ou d'autres, qui continuent à bonifier le protocole et ajouter d'autres fonctionnalités. Du côté de Tezos, est-ce que ça fonctionne est-ce que ça a le même principe? Ça suit le même principe? Pas trop. À Tezos, disons il y a une grosse ICO, une des plus grosses ICO qu'il y a eu dans l'histoire. C'était en 2017. Et avec ces ICOs ont été collectés environ 230 millions de dollars. Ok. La plupart en Bitcoin et Ethereum. Aujourd'hui, là, après, il y a eu quelques problèmes au niveau
législative, mais disons qu'aujourd'hui, tous les problèmes ont été réglés au niveau de la Tezos Foundation. Okay. Donc aujourd'hui, la Tezos Foundation, avec aussi la montée de Bitcoin et Ethereum, et avec aussi tous les Tezos qui toujours garde pour soi-même, elle a environ 700 millions de dollars. Et elle a fondé différentes communautés, différentes filiales, disons, comme Tezos Common Foundation, par exemple, ou qui sont financées par la Tezos Foundation pour développer la communauté, pour créer des workshops, des ateliers de développement pour apprendre aux gens à développer avec les langages Tezos, qui n'est pas facile du tout. C'est une microson, mais on parlera après. Et aussi pour financer des sociétés externes, mais qui travaillent pour Tezos, disons, ou qui utilisent la blockchain Tezos, comme par exemple, on parlait avant d'EquiSafe. EquiSafe ont été financés par la Tezos Foundation parce qu'ils ont aussi développé une série de smart contracts New York Standard qui permet de faciliter la tokenisation de real estate, de l'immobilier. Donc, disons, il y a la Tezos Foundation qui détient l'argent qui a été collecté avec l'ICO. Et dans les temps, dans ces dernières années, elle a financé des universités comme la Cornell University aussi pour les projets Avalanche, par exemple pour du professeur Emin, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est un turc. Donc, disons, il y a la Tezos Foundation tout à haut qui finance les utilisateurs, les sociétés externes, les universités et aussi des filiales comme la Tezos Common Foundation pour développer la communauté Tezos tout autour, au niveau mondial. Mais disons que les pays plus où la blockchain Tezos et les langages et les développeurs sont beaucoup plus développés, c'est la France et les États-Unis, France en particulier aussi il y a beaucoup de développeurs, Nomadic Labs, aussi la Suisse, Crypto Labs, sont tous des laboratoires de développeurs qui ont été financés par la Tezos Foundation. Il y a un rapport, en tout cas, si vous êtes intéressé, tous les 6 mois, 3 mois ou 6 mois, et il sort un rapport de la Tezos Foundation qui explique exactement combien d'assets ils ont à ce moment et combien ils ont donné à chaque laboratoire, à chaque entité. Ce qui est très intéressant, j'en profite pour rebondir en tant qu'arbitre, sur cette partie du rapport biannuel qui sort et qui est sorti il y a quelques semaines, hein, celui de la deuxième partie de l'année, enfin qui est en fait sur la première partie de l'année, hein, qui porte. Ouais. Il est extrêmement complet. Il explique en toute transparence et très bien comment la Tezos Foundation grante, qui est-ce qu'elle grante, quelles actions, quelles stratégies, quelle roadmap. Et c'est assez bien fait. Et de l'extérieur, je vous donne un peu mon point de vue externe. Ce qui est très intéressant, c'est que la vision de la fondation et la vision de Tezos, c'est vraiment d'avoir des équipes décentralisées qui travaillent sur ce protocole dans le monde, même si Nomadic Labs et TQ sont les deux grosses entités qui participent à son développement technique. Il y a plusieurs équipes, d'ailleurs, qui sont très talentueuses, qui participent à son développement. Et paradoxalement, et c'est un petit peu la question que je te poserai, Quentin, c'est qu'on a l'impression que Cardano a quand même un développement qui est aujourd'hui très centralisé et qui est très incarné par Iwashka et Charles Hoskinson. Est-ce que c'était le souhait pour aller plus vite ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de changer à ton sens? Eh bien, en fait, c'est que la façon dont le projet a été amené, c'est que on voulait IOHK voulait bâtir des éléments basés sur, encore une fois, le côté, la recherche et le développement et le côté académique. Et ce n'est pas toutes les compagnies et ce n'est pas tous les acteurs externes qui peuvent apporter une telle rigueur
au niveau du développement d'une blockchain. Alors, l'objectif de IOHCO est vraiment de créer une structure, une infrastructure technologique sur laquelle, lorsque les autres entités ou lorsque les autres équipes vont développer sur cette plateforme-là, à ce moment-là, ben, on est sûr que les fondations sont solides. Donc, IOHCO a eu, et même le projet Cardano, a eu beaucoup de retard parce que à un moment donné, ils ont imparti une partie du projet, une partie du développement à une entreprise qui n'a pas respecté justement la rigueur au niveau du développement. Alors, parce que le développement, le code n'avait pas été bien fait, à un moment donné, lorsqu'il a fallu ajouter une deuxième, pas une deuxième couche, mais à partir du moment où il a fallu intégrer du nouveau code à la partie qui avait été faite à l'externe, ça a été très difficile et il y a eu un choix qui a dû être fait entre est-ce qu'on prend le temps de réparer le code pour intégrer ce que nous faisons ou alors on repart juste tout simplement à zéro et on refait exactement la compagnie externe aurait dû bien faire. Alors c'est là qu'on on peut dire que oui, actuellement le projet est centralisé, mais il se décentralise de plus en plus. Hein. Mais il a été centralisé pour une raison bien importante, c'est que euh, Cardano est une blockchain qui se base encore une fois sur de la rigueur, ça se base sur de la recherche, ça se base sur des méthodes mathématiques qui sont par la suite traduites par des méthodes je pense que c'est pas méthode fonctionnelle que je veux Des dire. méthodes formelles. Méthode formelle, merci. Donc, on parle de méthodes mathématiques à des méthodes formelles et par la suite à du code informatique. Donc, une fois que toutes ces bases-là sont faites, à ce moment-là, ben, il va y avoir beaucoup plus de développement qui va être fait par des tiers parties parce que les fondations seront solides. Peut-être je vais faire encore une fois le lien, hein. Je prends un peu ton rôle, Quentin, dans le podcast, hein, Mhm. mais je vais essayer de distribuer un peu la parole et les questions pour Ben, une c'est fois. très gentil, merci. Ce qui est assez intéressant dans Cardano, peut-être que tu peux en dire un mot, c'est comment ils ont construit leur protocole et leur consensus de façon à être très décentralisé dans la manière dont ils l'ont construit, et ce qu'ils sont en train de faire avec la Road to Decentralization. Est-ce que tu peux peut-être en dire quelques mots? Comment ça fonctionne sur Cardano? Oui, alors Cardano, dans le fond, c'est une blockchain qui utilise un protocole Proof of Stake. Tout simplement, c'est le fait que chaque personne qui veut participer et sécuriser le réseau va devoir, dans le fond, acheter la crypto-monnaie EDA. Et selon la quantité de EDA que tu possèdes, tu vas avoir le droit de valider des blocs et de valider des transactions, de produire des blocs et de valider des transactions. Et que de ce côté-là, si tu possèdes 20% de la quantité des tokens en circulation, eh bien, tu vas avoir 20% de chance de pouvoir être la personne qui va produire le bloc et valider les transactions. Alors, tu peux le faire toi-même ou chaque personne peut le faire individuellement ou alors tu peux joindre des stake pools qui sont dans le fond des startups, l'équivalent de startups ou l'équivalent de, 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 de groupes de personnes qui vont faire le travail à ta place. Donc tu leur donnes le droit de staker tes tokens. Euh, je dis ça de manière imagée. Tu donnes pas tes tokens, mais tu donnes bien le droit de pouvoir que les stake pool opérateurs peuvent les staker et avoir un plus gros volume de tokens pour avoir plus de chances de produire des blocs et d'être rémunéré. Fait que par la suite, eh bien, toute la récompense est divisée au nombre de personnes qui ont gagné le bloc et qui se sont mis ensemble. Et c'est ce qui fait en sorte que tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup d'électricité pour être sélectionné. C'est ce qui fait en sorte que le protocole est plus sécurisé et plus décentralisé que la blockchain Bitcoin. Et donc c'est ça. À cela, ben, il y a d'autres éléments qui vont être des éléments pour justement éviter que
beaucoup de personnes, qu'une personne contrôle 50% ou plus de 50% du supply, mais à cela, il y a d'autres techniques qui sont à ajouter pour sécuriser le protocole avec des jeux, des game theory pour pouvoir sécuriser le protocole puis éviter les attaques. Et ce qui est très intéressant pour compléter ce que tu dis, Quentin, c'est que les stake pools, qui sont un petit peu les nœuds validateurs, si je fais lien avec Tezos sur Cardano, Mhm. peuvent fonctionner à partir d'un ADA. On peut commencer à déléguer à partir d'un ADA. Et donc, alors il faut 5 ADA pour les créer, mais l'accès en tant que validateur est extrêmement faible, et ce qui permet d'en avoir beaucoup. Si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 1300 stake pools sur le réseau, hein. C'est ça, Quentin? Exact, oui. Mais Exactement. Et donc, à contrario, pour faire le lien, est-ce que tu peux nous expliquer, Fabrizio, comment ça marche sur Tezos? Est-ce que le coût d'accès en tant que validateur est aussi faible que Cardano, ou est-ce que c'est plus centralisé? Coût d'accès comme valideur ou comme, disons, comme pour participer comme à staker, mais En tant que validateur, tu vas avoir un certain nombre de Tezos en collatéral. Oui, exactement. En tant que validateur, oui. C'est en fait dans les projets de Tezos, on appelle ceux qui sont des valideurs des bakers, des boulangers. Ouais, de ces noms un peu bizarres, mais c'est très caractéristique du projet du protocole Tezos. Et pour le minimum pour participer dans le staking de la blockchain Tezos, c'est d'avoir au moins un rôle. Un rôle, c'est aujourd'hui 8000 Tezos. Donc, il était 10 000 mais au début, mais avec une mise à jour, il a été apporté à 8000. Donc, disons que plus des gens ou des bakers, ils possèdent des roles, plus le nombre de roles est élevé, plus ils ont des chances d'être choisis par le protocole à staker, à créer les nouveaux blocs dans la blockchain et donc à avoir les theses qui sont comme une prime, disons, pour avoir créé les blocs. C'est très similaire en fait à ce que Quentin vient de nous expliquer. Après, aussi, il y a les autres que pour certaines motivations, ils n'ont pas envie de devenir baker, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques au niveau de hardware pour comme même hardware et aussi Internet, parce qu'il faut quand même avoir une connexion Internet stable. Désolé, il y a un enfant. Et, ou ceux qui n'ont pas envie de participer au projet comme des bakers, ils peuvent en tout cas participer comme, en déléguant, en donnant leur thesis à un baker. Donc ils peuvent choisir, ils peuvent déléguer quelqu'un pour créer les blocs à leur place. Comme dans Cardano, les bakers, ils ne deviennent pas propriétaires du stake de ceux qu'ils ont délégué, leur thesis. Et il n'y a pas de minimum en fait avec Tezos. Tu peux avoir un Tezos et déléguer quelqu'un avec un Tezos. La seule chose que je conseille, c'est de choisir plutôt des bakers qui ne sont pas aussi des exchanges comme Kraken, comme Coinbase, comme Binance. Si vous avez un certain stake de Tezos, ce que je conseille, c'est pour maintenir le pouvoir, la gouvernance un peu décentralisée, de choisir plutôt des développeurs qui quand même sont très sérieux. Bien sûr, ils gardent un peu de fees, ils gardent des commissions pour eux. Moi, par exemple, j'ai délégué Crypto Labs avec mon stake et ils gardent 10%. Et donc, en tout cas, c'est tout à fait très similaire au projet de Cardano. Et aujourd'hui, on voit que la Proof of Stake, c'est un peu le choix aussi de toutes les nouvelles blockchains, tous les nouveaux protocoles. Aussi, comme il disait Quentin, pour les côtés environnement ou
on voit Bitcoin ou la Proof of Work, avec des polémiques parce qu'elle consomme beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie. Avec la Proof of Stake, sûrement, la consommation d'énergie électrique est beaucoup plus faible. S'il y a des autres questions, Adrien, j'ai répondu à ta question. Non, c'était très clair. J'avais envie de te poser une petite question un peu provocante. Je vois si je suis capable. Que répondez-vous à ceux qui disent que le Proof of Stake, non seulement c'est moins sécurisé que le Proof of Work, mais que ça encourage les riches à être toujours plus riches? C'est une question difficile, en fait. Alors, je ne sais pas si Quentin, tu veux répondre par un premier. Je peux apporter des éléments, oui. Alors, le Proof of Stake, la différence entre le Proof of Stake et le Proof of Work, c'est que le Proof of Stake utilise une ressource qui est à l'interne du protocole, donc du projet. Donc, quand on dit que les plus riches vont être plus riches, c'est pas nécessairement vrai parce que, encore une fois, étant donné que la ressource est la crypto, eh bien, il y a une meilleure circulation, dans le fond, dans l'écosystème du token. Donc, si j'ai des EDA et qu'à un moment donné, les EDA valent, je ne sais pas, 100 000 $, eh bien, à un moment donné, je vais vendre une partie de mes EDA et je vais commencer à vendre, faire d'autres choses, puis diversifier un petit peu mes avoirs. Tandis que lorsqu'on compare avec le Proof of Work, c'est que la ressource est externe. Donc, ce qui fait en sorte que la ressource que je vais utiliser, je peux utiliser mes rigs pour miner différentes chaînes et je peux même les utiliser pour détruire d'autres chaînes. Donc c'est ça. L'image que Charles Hoskinson avait donnée à un moment donné, c'était que le protocole Proof of Work utilise des mercenaires qui vont attaquer les chaînes et qui vont détruire la compétition. Au niveau du protocole Proof of Work, étant donné que la ressource est interne, les gens qui sont impliqués dans cette ressource-là vont faire en sorte de, justement, soutenir beaucoup plus l'écosystème et ils n'ont pas d'intérêt à faire en sorte de détruire cet écosystème-là. Donc, sur le fait que les riches vont devenir toujours plus riches, dans le Proof of Stake, il est très facile de pouvoir combiner les différentes forces dans la communauté pour devenir un compétiteur ou pour justement entrer en compétition avec par exemple les exchanges comme Fabrizio le disait. Donc la communauté, si un exchange a un gros stake pool puis avec beaucoup d'EDA, la communauté peut se mettre ensemble pour être en compétition contre cet exchange-là. Tandis que au niveau du Proof of Work, c'est plus difficile parce qu'une grosse compagnie comme Bitmain qui produit des ASIC, eh bien, je ne suis pas certain que toute la communauté Bitcoin, même s'ils se mettent ensemble, sont en mesure de entrer en compétition avec des grosses compagnies comme ça. D'accord. Oui, radio. Moi, alors, donc, ta question, en fait, est très, très challenging, mais aussi je l'apprécie beaucoup parce que je pense que il y a un dilemme à la base. Moi, quand j'ai commencé à suivre aussi le projet Bitcoin du début, je me suis dit que, à un moment, il y aurait eu quelqu'un qui aurait pris avec un pool, ok, parce que du moment qu'il y a un pool qui détient les 40% de tout l'hash rate de la blockchain, je fais l'exemple de Bitcoin, ok, on a dans les proof of work, c'est différent, mais je me demandais, ok, si je veux gagner facilement, ok, je suis quelqu'un, je vais dans les pools les plus gagnants, les 40%, où il y a les 40%. Donc, à mon avis, on aurait dû voir dans les temps un gros pool qui allait se développer continuellement dans les temps.
jusqu'à peut-être arriver aux 50%, 51%. Et ça c'est jamais arrivé dans la blockchain de Bitcoin. Et aujourd'hui aussi, à mon avis, on voit qu'il y a dans les pools, ils sont nés de nouveaux pools. Donc, je pense que soit dans la proof of work, soit dans la proof of stake, il y a quand même un concept d'équilibre qui peut-être va s'enchaîner dans le temps, que c'est comme un peu une chose naturelle. Par exemple, je viens de lire pour la blockchain Tezos, aujourd'hui, on a les 80% des gens qui ils participent dans le staking de la blockchain. Donc, ça veut dire que 80% des tokens de la blockchain Tezos sont bloqués dans le staking. Donc, il y a à disposition du marché qu'un 20% aujourd'hui. Je viens de lire de plus en plus de nouvelles, comme peut-être Adrien, tu l'as lu aussi, qu'il y a un partenaire de Enedis qui, il y a une semaine, 2 semaines, vient de créer son nœud, il est devenu un nouveau Baker. Donc, je pense que dans le temps, on pourrait voir plutôt le contraire, plutôt une situation qui va s'équilibrer dans le temps, plutôt que voir une situation où les plus riches vont devenir plus riches, et soit dans la proof of stake, peut-être, soit dans la proof of work, au travers les pools, les mining pools de la blockchain Bitcoin. Je ne sais pas t'expliquer pourquoi, mais j'ai comme cette impression-là. Donc, j'ai bien apprécié ta question. Je ne sais pas te répondre forcément, mais je trouve que comme dans la nature, dans la physique, la tendance, c'est toujours à arriver à un équilibre, parce que la situation d'équilibre, c'est à peu près la situation la plus énergétiquement favorable. Ça, c'est pas vrai dans l'économie, peut-être. Dans l'économie, c'est pas vrai. Il y a des riches qui deviennent de plus en plus riches et des gens pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. Mais je trouve que par rapport aux données qu'on peut voir ces dernières années concernant les protocoles blockchain, je pense qu'il y aura plutôt une tendance à arriver à l'équilibre plutôt qu'à un déséquilibre de, par exemple, Pareto, 20%, 20-80, tu vois. Ça, c'est la réponse de Quentin et la tienne sont très justes. C'est le fait d'aligner les intérêts entre les personnes qui gagnent des tokens, qui en achètent, qui sont des petits porteurs généralement, et les gens qui participent au protocole, ce qui est moins vrai sur les protocoles proof of work, parce que rarement un petit porteur aujourd'hui achète une machine à miner, il achète plutôt de la crypto-monnaie. Par contre, il ne peut pas participer pour autant au protocole et à sa gouvernance, contrairement au protocole proof of stake. C'est vrai que c'est un vrai argument très fort. Exactement. Puis c'est ça. Au niveau des protocoles proof of work, plus le prix monte, plus le coût pour participer justement à la production de blocs monte également. Donc, au départ, là, en 2009-2010, là, c'est juste avec ton PC portable que tu pouvais justement miner du Bitcoin puis participer à la production de blocs. En 2017, l'hardware que tu devais acheter pour miner du Bitcoin était à $3000 le mineur, là, en tout cas l'outil. Donc c'est ça. Et avec le temps, ça va devenir de plus en plus riche. Et encore une fois, tu es en compétition avec des manufacturiers qui produisent eux-mêmes et le software et le hardware. Donc là, il y a un gros déséquilibre à ce niveau-là, ce que tu ne vois pas justement dans les protocoles proof of work. Très clair. Alors peut-être avant de passer à la partie langage, est-ce que tu peux dire 2 mots, Quentin, sur quelque chose qui est très intéressant sur Cardano, c'est l'équilibre des pools pour ne pas centraliser la possession, donc avec le fameux K, la fameuse désirabilité des pools, les mécanismes de pledge, comment Cardano est en train de concevoir son protocole, son consensus, pour permettre d'avoir un maximum de pools qui soient viables et décentralisés, qu'il n'y a pas une centralisation comme tu l'évoquais dans Bitcoin.
Alors de ce côté-là, et effectivement, ce sont des mécanismes qui sont intégrés au protocole pour justement éviter ce déséquilibre. Au niveau de K, c'est que tu vas avoir un certain nombre de pools qui vont être euh, je vais utiliser ce terme-là, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais qui vont être favorisés. Donc, il y a un nombre de cas qui est, je pense, je ne me rappelle plus le nombre, mais ces pools-là vont être, mettons, les top pools. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir, tu peux avoir le nombre de pools que tu veux, de stake pools que tu veux, mais il y a un nombre K qui est un nombre de pools qui ressort un petit peu du lot. Alors il y a un peu de compétition entre les différents stake pools pour avoir le plus de délégateurs et pour monter dans la liste des pools les plus désirables, on va dire. Par la suite, tu as le A0 qui est une combinaison de plusieurs éléments qui va calculer ta préférabilité par rapport à ton rendement, par rapport au coût que tu vas, le coût d'entretien de ton stake pool et les frais que tu vas charger aux personnes qui te délèguent. Et tu as un autre élément, c'est ça, c'est l'élément de décentralisation. Donc actuellement, IOHK produit 50% des blocs qui sont faits dans le protocole sur Cardano et 50 autres pourcents sont générés par la communauté, par les stake pool opérateurs. Et graduellement, on arrive à une décentralisation au niveau de la production des blocs. Donc tout ça fait en sorte que je m'excuse, il y a encore un autre élément qui est c'est je me rappelle plus son nom, je m'en excuse. La saturation, c'est ça. La saturation fait en sorte qu'à partir du moment où tu as un certain nombre de tokens délégués dans ton stake pool, tu ne deviens plus aussi profitable que si tu en avais, que lorsque tu étais flush à la saturation ou lorsque tu as moins de tokens qui sont délégués. Donc à partir d'un certain moment, même si tu as tu as un plafond au niveau des récompenses que tu peux avoir en tant que stake pool. Donc, c'est ce qui encourage les différents stake pools à ouvrir d'autres stake pools et à se diversifier finalement. Très clair. Merci Quentin. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ce que Cardano, IOHK sont en train de mettre en place sur la partie smart contract, ce qu'on appelle Gogen, qui n'est pas aujourd'hui en production. Quelle est la stratégie d'IOHK? Quel est le langage utilisé? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors de ce côté-là, il y a Plutus qui est un dérivé du langage Haskell qui est un langage fonctionnel. Alors Haskell est utilisé pour développer le protocole Proof of Stake de Cardano parce que c'est le langage de programmation qui est le plus proche des mathématiques. Donc on parlait de rigueur, on parlait de formules mathématiques et le langage de programmation est utilisé pour s'assurer que entre la recherche et le développement, il n'y a pas un gros écart. Après ça, au niveau des contrats intelligents, on utilise Plutus. Plutus qui est un langage de programmation générique pour développer ces contrats intelligents-là. Et il y a également Marlowe qui est un langage plus spécifique pour créer des contrats intelligents financiers. Alors la différence entre les deux, c'est que Marlowe va être très utile pour les personnes qui n'ont aucune connaissance ou très peu de connaissances en programmation. Donc ça peut ressembler à un langage comme Excel, quand on fait des formules dans Excel et tout ça. On n'a pas besoin d'être un informaticien pour faire des formules, pour faire des macros dans Excel. Et Marlowe se veut être le même genre de fonctionnalité pour créer des contrats intelligents financiers. Plutus est beaucoup plus pour les informaticiens, donc les développeurs qui vont créer vraiment des contrats intelligents qui vont intégrer à leurs applications pour faire des applications décentralisées. La stratégie est notamment d'aller chercher justement des projets dans les autres plateformes, notamment Ethereum, et ils ont déjà déployé, ils sont en cours de déploiement de convertisseurs de ERC20. ERC20 qui sont les tokens d'Ethereum. Et il y a des convertisseurs pour que
que tu sois un utilisateur ou un holder de crypto, tu peux prendre les tokens d'Ethereum et les transférer, les convertir pour qu'ils soient sur la blockchain Cardano. Et au niveau des projets, donc que ce soit comme le projet SingularityNet qui l'a annoncé, eh bien il va y avoir un convertisseur pour pour transitionner du projet de la plateforme d'Ethereum vers la plateforme de Cardano. Donc on parle à ce moment-là d'interopérabilité. Et également, lorsque les projets qui vont passer d'Ethereum à Cardano, eh bien, ils vont avoir les mêmes fonctionnalités que la crypto-monnaie EDA. Donc elles ne vont pas fonctionner comme sur Ethereum où tu dois avoir de l'Ethereum et tes tokens pour faire des transactions ou pour utiliser une application. Sur la blockchain Cardano, les tokens vont être des tokens natifs. Donc on va juste devoir utiliser, mettons, la crypto de SingularityNet pour utiliser un protocole ou utiliser une application. Et ce qui est très intéressant pour en revenir sur mon cas personnel, moi qui ne suis pas un ingénieur de formation, mais qui ai travaillé en banque à un point de vue métier, le fait d'avoir un langage qui est un DSL comme Marlowe, qui permet pour un non-tech de coder comme sur VBA, comme sur Python, et à mon avis une très bonne stratégie pour l'utilisation massive des métiers de ce langage dans le domaine financier. Donc c'est une très bonne stratégie. Est-ce que Fabrizio, tu veux nous décrire les langages sur Tezos? Oui, alors le langage de Tezos, le langage base pour écrire les smart contracts, c'est le Michelson, c'est de Locarno. C'est un langage de haut niveau et très très structuré, difficile. Moi, je ne suis pas développeur non plus, mais tout le monde, même des Bilal, quand on l'a invité à Meetup à Monaco, il nous parlait de la transition entre Ethereum et Tezos. Il a dit qu'il a vraiment galéré parce que le langage est très très compliqué. Très très compliqué, mais il a une caractéristique disons, d'autocontrôle, disons comme ça, pour parler vraiment simple. En fait, c'est un langage qui permet, sa structure a la tendance de déjà empêcher certaines erreurs, certains bugs dans l'écriture du smart contract, déjà à la base. Donc ça donne un peu plus de... Ça ne veut pas dire que dans un smart contract Tezos, il ne peut pas y avoir des bugs. Ça veut juste dire que ça aide un peu plus les développeurs à développer d'une façon plus structurée sans avoir en avant moins d'erreurs. Et comme il disait Quentin, vu que le langage est très compliqué, il y a quand même aussi sur Tezos des développements, des développeurs, surtout aux États-Unis. J'ai vu que Cryptonomics, ils ont développé un langage, ils ont appelé, je pense, si je bien me rappelle, ça s'appelle Ligo, qui permet de, en fait, écrire des smart contracts en Python, et après ce sera à peu près les modules du code qui permet de traduire entre Python et Michelson. Ça, c'est comme il disait Adrien, pour ceux qui sont pas des vrais développeurs, pour les aider à écrire des smart contracts d'une façon plus simple. Et aussi, même le travail de Bilal ou des autres développeurs, ils ont quand même créé des paquets de smart contracts qui permet déjà aux gens de entraîner certains utilities, disons. Comme je veux créer mon token pour de l'immobilier, pour une maison, pour un bâtiment, il y a déjà des smart contracts qui sont développés pour faciliter l'utilisation. Donc, on n'a pas besoin de réécrire des contrats, mais on peut très bien utiliser les autres smart contracts open source qui sont mis à disposition par la communauté. Super. Il y a aussi SmartPy qui est très, très utilisé. Ouais, oui. Exactement. SmartPy, c'est pas le nom, disons.
Oui, oui, c'est ça, je disais, il y a j'ai confondu, je pense, entre Ligo et SmartPI. Je pense que c'est SmartPI qui a été développé, en fait, c'est une librairie Python pour aider les développeurs à écrire en Microsoft. Mais en utilisant le Python, le langage Python. C'est plus connu, c'est plus facile. Exactement. Exactement. Et alors peut-être pour aller un peu plus loin, euh, ce qui est intéressant dans Tezos, c'est que la construction mathématique de la preuve formelle, c'est une science sur laquelle en France on est assez bon. Et que ça soit la partie compilateur ou la partie preuve, euh, on utilise la R&D des années 80 qu'on a conçue en France, qui est au KML. Et ce qui fait que historiquement, Tezos est assez proche on va dire des écoles françaises et des gros centres de recherche français, comme l'INRIA par exemple, sur lesquels ils ont un partenariat. Par ailleurs, Tezos a annoncé il y a quelques semaines que la Banque de France travaillait sur des projets de monnaie Mm. banque centrale avec Tezos. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots, Fabrizio, peut-être? Oui, ben, je sais pas plus que les nouvelles qui sont sorties sur les journaux, hein. Je sais que oui, la Banque de France, ils sont en train de travailler sur un projet, même la police, police municipale, je pense à la police nationale, Oui, ils la ont, gendarmerie. ouais, gendarmerie, ils sont en train d'utiliser la blockchain Tezos pour des projets expérimentaux et des monnaies digitales en fait, pas pour la police, pas pour la gendarmerie. Mais c'est vrai, comme disait Adrien, qu'en France et dans les pays francophones, le développement du protocole Tezos est très, très étendu. Donc, c'est c'est vrai. C'est vrai. Honnêtement, Adrien, je ne connaissais pas la racine. Que je ne savais pas que le langage au calme était développé, utilisé. C'était un langage, disons, français d'origine. Je ne savais pas, Voilà. donc tu m'as ouvert Ce qui est très intéressant pour faire le parallèle, c'est que il y a une petite concurrence entre OKML et Haskell, qui sont Exact. les deux langages. Et c'est pour ça que Cardano et Tezos sont au fond deux protocoles qui ont pensé la sécurité des smart contracts Mhm. avec la même philosophie de sécurité et de smart contract et de langage formel. Et donc c'est assez intéressant de faire le parallèle entre ces deux langages, Haskell qui est très américain, OKML qui est très français. Et ça explique naturellement pourquoi en France Tezos est très bien implémenté Mhm. et pourquoi IOHK, beaucoup de leurs équipes sont aux US. Justement, pour faire peut-être le lien, Quentin, est-ce que tu peux nous parler de quelques-uns des partenariats et des projets de Cardano, peut-être les choses qu'ils font en Afrique, Catalyst, est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur les gros partenariats et projets de Cardano? Oui, alors de ce côté-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bruit, on va dire, mais deux endroits, trois endroits, ils sont bien implantés. C'est notamment en Éthiopie, où ils ont un projet qui devrait annoncer prochainement un vrai partenariat avec une vraie signature et un chèque en bout de ligne. C'est au niveau de la euh, pas de la tokenisation, mais une crypto-monnaie qui devrait normalement sortir en Éthiopie. Probablement au niveau d'une ville ou d'une municipalité, ça on n'a pas encore les détails, mais dans le fond, s'il y aurait une utilité à utiliser une crypto-monnaie locale en Éthiopie. Et qui dit crypto-monnaie locale, ben, ça irait avec justement une fonctionnalité d'identité numérique qui serait intégrée également en Éthiopie. En Géorgie, il y a également un projet qui est en place actuellement avec le gouvernement qui est de certifier comment on appelle ça, certifier les diplômes universitaires. Parce qu'apparemment en Géorgie, lorsque tu obtiens ton diplôme universitaire, ben, tu dois aller au gouvernement pour pouvoir l'authentifier ou pouvoir le faire vérifier. Donc là encore une fois, on parle d'identité numérique et de certification d'un document gouvernemental ou gouvernemental puis universitaire. Donc ce sont ces deux projets-là qui pour moi sont des projets vraiment concrets.
Les autres projets qu'on a eus, bon, ils sont quand même intéressants, mais, mais c'est ça. Je pense qu'ils ne ressortent pas aussi bien que ces deux projets-là. Merci Quentin. Je te propose de faire un petit exercice. Est-ce que tu peux me donner deux, trois qualités, deux, trois phrases, deux, trois forces de Cardano et aussi deux, trois des choses sur lesquelles il peut encore s'améliorer, ses faiblesses aujourd'hui? Oui, alors je dirais que selon moi, de mon point de vue, une des forces de Cardano, c'est vraiment les fondations solides qu'ils ont bâties avec des preuves mathématiques. Alors pourquoi je dis ça et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que si jamais ton application ou ton logiciel est basé sur les mathématiques, ben c'est difficile de dire que ce n'est pas sécuritaire. Pourquoi? Parce que si je te dis que 2 plus 2 font 4 et que c'est sur cette théorie-là, c'est sur ce calcul-là que je me suis basé pour faire mon application ou mon infrastructure informatique, eh bien, c'est difficilement, tu peux difficilement me contredire. Donc, c'est, selon moi, une des grosses forces de Cardano au niveau de son infrastructure qui va faire en sorte que lorsque je vais développer d'autres applications sur cette infrastructure-là, eh bien, c'est sûr que ça va être solide et que je ne pourrai jamais blâmer le protocole de base en disant, bon, ben, il y avait un bug dans le protocole de base, c'est pour ça que mon application n'a pas bien été. Je peux avoir une tranquillité d'esprit et me concentrer sur mon domaine d'affaires, sur mon application. Euh, et le fait également, un autre avantage ou une autre quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve qui est un avantage, c'est que leur vision est extrêmement large, extrêmement claire. Euh, c'est, 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 Ils ont également l'expertise pour mener à bien cette mission-là. Donc, selon moi, j'aime les projets d'envergure, donc c'est peut-être pour ça que je suis attiré de ce côté-là. Mais c'est pas juste, on veut faire un petit peu comme non, je vais me faire crucifier en disant ça, mais on veut pas faire juste comme Bitcoin en disant, bon, ben, on crée une monnaie digitale, on crée de l'or 2.0 et on s'arrête là d'une certaine manière. Il faut savoir que je suis un grand admirateur de Bitcoin, j'aime beaucoup la philosophie, mais dans le fond, si je compare les deux, ben, Cardano avait une vision qui selon moi est beaucoup plus large que d'autres crypto-monnaies. Au niveau des choses où il pourrait s'améliorer, eh bien, c'est au niveau des échéanciers. Alors, c'est sûr que je suis en informatique et je pense qu'on a tous quand même des connaissances en informatique, en développement en tout cas, de projets informatiques. Et c'est sûr qu'il peut y avoir des délais. Donc, ça, c'est lorsqu'on a des grandes ambitions, mais qu'on n'est pas capable de bien les exprimer de manière détaillée à la communauté, eh bien ça fait en sorte que ça augmente les expectations, ça augmente, j'ai le mot en anglais mais pas en français, et ça fait en sorte qu'on est très déçu quand... Les attentes, exact, merci. Et ça fait en sorte qu'on est très déçu lorsque il y a des délais, alors que les délais sont parfois justifiés et très normaux. Seulement, si ça avait bien été expliqué au départ, eh bien, c'est sûr que il y aurait une meilleure éducation de la communauté et la communauté deviendrait pas plus intelligente, mais plus allumée sur ces problèmes-là. Un petit mot avant de te poser la même question, Fabrizio. C'est depuis qu'un Français, Cocorico, Romain Pellerin, est devenu le CTO de UHK. Mon point de vue externe est que les choses se sont vraiment structurées et que les roadmaps sont beaucoup plus clairs et affichés. Et vraiment, Romain, qui est le CTO depuis quelques mois de UHK, a fait beaucoup de bien sur le fait de construire des roadmaps de façon appliquée, détaillée et de commencer à livrer avec soin. Voilà. Fabrizio, peut-être je peux te poser les mêmes questions. Oui. Les avantages, les forces et les faiblesses de Tezos selon toi? Ouais, je te dis pourquoi j'aime le projet et ce que j'aimerais bien voir aussi. Donc les avantages, à mon avis, c'est un point de force, au contraire de ce que peut-être il a dit, il a trouvé Quentin comme quelque chose un peu une faiblesse pour le projet Cardano dans les années passées. Moi, je trouve que ok, Tezos a eu quelques problèmes au début, problèmes au niveau de loi, mais du moment qu'ils se sont mis sur le mainnet, le développement, je trouve qu'il était très rapide, très structuré.
ils ont, même avec les mises à jour et les nouveaux mises à jour, je pense ils sont vraiment, vraiment très, très carrés. Et donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Aussi, une chose que j'aime bien de Tezos, c'est la transparence. Comme tu avais dit avant, la Tezos Foundation, dans ces documents, dans ces PDF, si vous allez le lire, elle est vraiment très très claire sur tout ce sur l'argent qu'il a, sur les assets qui encore sont en train de garder. Et donc, je trouve vraiment, même les côtés transparence, un point de force. Ce sont des choses qui donnent confiance au projet quand même, parce que les investisseurs ils veulent voir ça. Une autre chose qui, à mon avis, c'est top, c'est qu'aujourd'hui, je suis des autres projets. Par exemple, on fait des exemples récents. L'Inde qui est devenue Aave, elle a changé de token. Herald qui a lancé son token, il l'a fait diviser par 100, Polkadot aussi. Donc disons, une chose que je vois dans Tezos, que peut-être il n'y a pas, c'est un peu chiant de devoir changer ou quand même faire des... ok, je change mon token, il faut ou l'envoyer sur un exchange ou quand même faire des procédures mises en place pour changer ce token. Je trouve que Tezos me donne l'air d'avoir mon stake là-bas, dans mon wallet externe. Je le garde là-bas, je ne dois rien faire. Pour l'instant, j'espère que ça continue. Et ça me donne aussi confiance que c'est quand même quelque chose que j'ai à côté, que je ne dois pas toucher pendant que je crois vraiment beaucoup dans ces projets. Et faiblesse, je trouve que oui, faiblesse, c'est encore un peu le fait qu'il est jeune. C'est un projet, et donc il faut qu'il donne plus de confiance sur la solidité de sa blockchain. Donc c'était un des premiers projets, en tout cas, avec Cardano aussi, qui sont entrés dans la proof of stake. C'est vrai que Bitcoin, on le sait, ça fait 10 ans qu'il est là et il a eu quelques attaques, mais il est toujours sorti elle est devenue plus forte. C'est ça aussi l'avantage de l'open source. Il vient attaquer, ce sont des softwares qui croîtent dans la jungle, et donc ils sont attaqués. Mais ils ont aussi la possibilité de devenir plus forts une fois qu'ils sont attaqués. Tezos, je pense qu'ils doivent être encore un peu attaqués. Je pense, ces derniers mois, j'ai vu que la quantité de smart contracts qui ont été écrits aussi sur Tezos est en train de beaucoup augmenter. Ça, c'est un bon signe. Mais c'est vrai que c'est encore un blockchain un peu vide, disons. Okay? On ne peut pas la paragonner à tous les développements en défi et tout le reste qu'il y a sur Ethereum, par exemple. Donc, une faiblesse de Tezos, c'est que oui, c'est une blockchain jeune, elle doit encore donner confiance aux gens, doit faire venir à soi-même des communautés de développeurs qui puissent démarrer à écrire beaucoup de smart contracts sur la blockchain. Et là, on pourra voir vraiment les vraies performances au niveau des commissions, des fees. Et ce qu'on a vu avec Ethereum, disons, la blockchain Tezos doit, à mon avis, être encore très bien stressée. Et j'espère que ça arrive vite. Parce que comme ça, on pourra voir vraiment toutes les capacités de ce protocole. Aussi pour Cardano, je pense que c'est la même chose. Tous les deux sont des projets sur lesquels on met beaucoup de confiance, même de l'argent, mais ce sont quand même des projets qui doivent encore sortir à l'extérieur d'une façon ouverte, être attaqués et voir comment ils s'en sortent.
Et donc, on attend que ça. Mais j'ai beaucoup de confiance. Surtout dans Tezos, que je le connais un peu mieux que Cardano. Et on attend. On attend de voir qu'est-ce qui va passer avec les prochains mois. En tout cas, je pense que à partir de novembre, à partir du prochain mois, on verra un peu partout dans l'environnement des cryptos des gros mouvements. Ça, c'est mon impression. Bitcoin, ces derniers temps, il est en train de vraiment monter aussi au niveau des prix. Il est en train de toucher des niveaux qu'il n'avait pas touchés depuis des années. Et donc, bon, on verra les marchés, qu'est-ce qu'il va nous dire. Si tout le monde commence à faire du trading aussi sur Tezos, on verra si vraiment la blockchain est en train de supporter ce niveau de transactions, si les commissions vont exploser. On ne sait pas, on verra. Avant de te poser une dernière question, Fabrizio, j'aimerais juste souligner en effet une chose très importante sur Tezos. On a eu la chance à Smart Chain de travailler avec beaucoup de développeurs sur Tezos, avec les équipes en France de Nomadic Labs, et c'est vraiment des équipes qui ont un niveau technique exceptionnel. Voilà. Moi, j'aurais distribué des bons points de chaque côté. Non, vraiment, c'est des niveaux, c'est des personnes de très haut niveau avec qui on apprécie travailler. Peut-être Fabrizio, une question un peu plus générale. Pourquoi tu es dans l'écosystème blockchain? Comment tu la vois dans 10 ans? Comment tu vois un projet comme Libra arriver? Qu'est-ce que ça incarne pour toi la crypto et pourquoi tu es passionné par la blockchain? Qu'est-ce que tu vois comme valeur? Alors, j'adore tes questions, Adrien. Alors, moi, franchement, tout a démarré ici, quand je suis venu à Nice. Je suis arrivé en 2016 et c'était un peu ma solitude, disons, me détacher de mon environnement italien où j'avais tous mes amis et arriver ici où je ne reconnaissais personne, je ne parlais pas français du tout, tout le reste, qui m'a poussé à lire, me documenter. Et j'ai appris que j'adore lire des choses très techniques, parce que je pensais de ne pas... Quand j'étais en Italie, je lisais rien, zéro, jamais. J'étais convaincu que je n'aimais même pas la lecture, tu vois. Après, ici, j'ai découvert que j'adore la lecture, mais j'adore lire des choses que à la majorité du gens ne passe pas. Donc, je ne lis pas des histoires, je lis des bouquins qui parlent d'économie, qui parlent de crypto, qui parlent de trading, des choses comme ça. Et ça, j'adore. Donc, ça est né un peu pour une exigence, une passion qui est née comme ça, peut-être guidée par la solitude au début quand j'habitais ici. Après, j'ai démarré à participer à des meet-ups. C'était 2017-2018, donc ça bougeait un peu plus qu'aujourd'hui parce que tout le monde ne parlait, les médias ne parlaient beaucoup. Bitcoin a touché les $20,000. Donc, disons qu'il y avait des meet-ups qui sortaient un peu partout où j'ai fait des connaissances. Des amis sont devenus des potes, et donc je suis rentré franchement dans l'environnement de la blockchain, comme ça. Comme je vois Libra et comme je vois la blockchain dans les prochaines années, c'est plutôt un espoir que j'ai, parce que elle a été confirmée cette année, en 2020. Vu la situation un peu économique qu'on vit aujourd'hui, où dès que le Covid est sorti, dès que à partir de mars, les pays ont imprimé, disons, encore plus de monnaies, et vu que de plus en plus on parle de digital dollar, digital euro, digital yuan, et je te dis, je suis un peu terrifié pour ce type de monnaies digitaux qui peut vraiment nous empêcher il nous prive de liberté de déplacer de l'argent comme on veut. Je crains un peu un environnement comme ça. Et j'espère que des projets décentralisés et publics
comme d'ailleurs c'est ton rôle, Adrien, tu travailles dans des blockchains publiques. J'espère qu'ils peuvent devenir une alternative à ce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça nous prospecte d'être le futur des prochaines années. Donc, avec des monnaies digitales où la monnaie peut être programmée et centralisée par les États et d'une manière qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. Et ça me fait un peu peur. Et la possibilité de dire, OK, je peux choisir une blockchain publique avec des stablecoins qui ne sont pas backés aussi par des dollars, comme l'exemple de DAI. Je trouve que c'est une très bonne alternative. Ça me donne un peu d'espoir. Je pense que c'est mieux rentrer dans l'environnement crypto aujourd'hui où il n'y a pas de blocage, pas beaucoup de blocage par les États. Aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités d'acheter des crypto-monnaies avec des virements, avec des cartes de crédit. Je me demande si un jour qu'il y aura des digital dollars ou digital euros, il y aura toujours cette possibilité. S'ils ne vont pas faire un peu la guerre à ce type de crypto-monnaies, parce que, bien sûr, ils peuvent être une alternative, une alternative aux monnaies centralisées des États. Donc, c'est un peu l'espoir que j'ai. Très clair, merci Fabrizio. Quentin, je te laisse peut-être la même question. Pourquoi tu nous fais un podcast sur lequel moi je prends plaisir à l'écouter? Pourquoi tu t'investis autant dans la communauté Cardano? Pourquoi tu es dans les cryptos? Parce que c'est une technologie très 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 intéressante. C'est une technologie qui pour moi a tout remis en question. Dont même la technologie. Alors, jusqu'à maintenant, on vivait dans une ère, il y a une nouvelle technologie ou il y a une nouvelle bébelle et on veut directement l'utiliser, on veut directement trouver un problème pour pouvoir utiliser cette nouvelle technologie-là. Et avec la blockchain, c'est différent. C'est une technologie qui remet tout en question et on doit commencer par réfléchir avant de l'appliquer. Alors, j'ai vu qu'il y avait une opportunité de faire ça au Québec et j'ai sauté là-dessus. Donc c'est ça. C'est l'histoire de ma vie. Là, je suis arrivé là-dessus, j'ai vu qu'il y avait des possibilités, j'ai vu qu'il y avait pas de choses qui se disaient. J'ai trouvé un projet blockchain qui me tenait beaucoup à cœur et qui rejoignait un petit peu ce que je recherchais. Et voilà, je fais ça depuis presque 1 an et demi maintenant, puis je suis pas prêt de m'arrêter. Je te pose la même question, Adrien, de ton côté. Oui, c'est vrai. Oui, alors moi ce qui m'a beaucoup intéressé, alors moi je suis rentré par l'angle monétaire, par l'angle économique, et moi par l'angle technique, ce qui m'intéressait c'était comment on s'échange de la monnaie. Ça a beaucoup évolué. Il y a des siècles, les formes monétaires, c'est passé des coquillages, après ça a été des alliages, des métaux. Mais par contre, depuis 500 ans, il y a très peu d'évolution monétaire. Et donc, j'étais intéressé par les formes d'évolution monétaire, et c'est comme ça que je me suis intéressé à Bitcoin. Et moi, enfin nous, parce que la conviction, je ne suis pas la seule à l'avoir, c'est que la blockchain, c'est un formidable outil de gouvernance qu'on peut paramétrer. Et ça, c'est très intéressant, parce que la gouvernance, c'est la clé pour échanger de la propriété, comme des actifs et des tokens. Et on ferait une très très bonne dictature sur blockchain. C'est ce que je dis souvent à mes amis pour leur expliquer la technologie. Donc la technologie, c'est ce qu'on en fait. C'est comme la bombe nucléaire. C'est un instrument de puissance qui permet de tuer des gens, mais c'est un instrument formidable de dissuasion. Tout dépend comment on l'utilise ou si on ne l'utilise pas. Et pour moi, la blockchain, c'est un peu pareil. Comme toute technologie, c'est ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, la blockchain permet de créer des systèmes de gouvernance qui sont efficients, qui sont très efficaces et qui sont incitatifs. On récompense les gens avec un token et les gens sont incités à participer à la sécurisation de ce protocole et au protocole, donc à l'améliorer. Et donc pour moi, et c'est ce qui m'a intéressé dans les crypto-monnaies, c'est non seulement la partie
investissement évidemment pour se protéger des monnaies qui sont des monnaies inflationnistes. Et en ce moment, c'est vrai qu'on voit que les liquidités arrivent massivement sur les marchés, très peu dans la vie réelle. Donc c'est très intéressant d'avoir des monnaies sur lesquelles on contrôle l'inflation. Mais c'est surtout des instruments de gouvernance sur lesquels on va pouvoir avoir des formes démocratiques assez intéressantes. Et moi, je crois beaucoup à la démocratie liquide du protocole de Tezos ou la démocratie liquide de Cardano. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans les blockchains publiques. Oui, moi aussi, tout à fait d'accord. Et puis, je sais que on pourrait continuer ce podcast pendant une journée entière, mais je veux vraiment vous remercier, Fabrizio, pour nous avoir partagé justement le protocole et le projet Tezos. Merci infiniment, Adrien, aussi, pour ton très bon travail en tant que modérateur. Ça a été très apprécié, c'était très plaisant. Bravo. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci à toi, Quentin. Merci, Quentin, de nous avoir invités. C'était un plaisir. Alors, c'est sûr que... Merci à toi, Adrien, aussi. Et si tu viens sur la Côte d'Azur, fais-moi savoir. Avec grand plaisir. Bon, en ce moment, avec le confinement, ça va être compliqué de bouger, mais... Et là, ça va pour moi aussi. Avec grand plaisir. Très bon. Alors, je vous remercie encore et on remettra ça, c'est certain. Je vous recontacte pour ça. Ok. Ciao, Quentin. Merci, Quentin. Salut. Merci, Adrien. Merci, Quentin. Bonne soirée. Ciao, ciao.